Voilà, bonsoir. Tout d'abord, au nom du comité de Swiss Med Culture et de toute l'équipe, je vous souhaite une très bonne nouvelle année et je vous remercie de votre fidélité. Pour cette première rencontre de 2024, on innove. Une des membres de notre comité, Jeannette Briner, est une grande admiratrice de Thomas Huber. Thomas Huber est un peintre de renom suisse qui vit à Berlin et qui est surtout connu pour ses paysages. Moi-même, je l'ai découvert à Art Basel au mois de juin dernier, à Art Unlimited, où il y avait toute une série de paysages comme celui-ci que vous voyez là, qui sont des paysages du lac Majeur. Et cet automne, il y a une grande exposition à Lugano, au musée d'art de la Suisse italienne, et elle est toujours là jusqu'à fin janvier, je crois, sur ces paysages du lac Majeur. Alors Jeannette a eu l'idée de l'inviter à Crans-Montana pour découvrir nos paysages, pour découvrir notre panorama. Il est venu au mois de juin dernier, il a fait lui-même cette découverte, et ce soir, on a le résultat. Donc sans plus attendre, je leur laisse la parole. Bonne soirée et encore bonne année. Merci. Chère Jeannette, cher François, cher public. D'abord, un immense merci pour votre présence, pour votre invitation, pour cette soirée en l'honneur de Thomas Huber. Avant d'inviter Thomas à me rejoindre, j'aimerais à distance m'adresser à lui en toute amitié, en toute discrétion, car si nous sommes ici ce soir, c'est bien pour toi Thomas, c'est grâce à toi, ou à cause de toi. Cher Thomas, comme tu le sais, cela fait maintenant près de 30 ans que nous nous connaissons, que nous travaillons ensemble. Avant de te remercier, je veux profiter de cette occasion pour faire une sorte de bilan de notre relation. C'est le moment, je crois. Nous sommes presque seuls, donc ça va rester entre toi et moi. En fait, pour être sincère, je ne te remercie pas du tout, Thomas. J'ai accepté l'invitation de Jeannette et François car ils ont été très gentils et très persuasifs. Mais j'ai eu tort. La préparation et la conception de cette présentation, de ce discours, ont été un véritable cauchemar pour moi. Enfin, le mot n'est pas très juste. Pour faire des cauchemars, il faut dormir. Si je suis là dans un état de fatigue avancée et terrorisé de trac, c'est de ta faute, Thomas. Comme tu le sais, Crans-Montana, c'est mon Heimkehr à moi. Ma maman venait de Montana Village. Derrière chaque sapin, je peux rencontrer ici un de mes cousins. Mais tu me fais revenir dans la station au pire moment. Crans-Montana, c'est fantastique, mais à cette période, il n'y a aucune place de parc et il faut 3 jours de place, il faut 3 jours pour réserver une table dans une pizzeria. C'est juste invivable. C'est à cause de toi. Ce soir, je dois parler de toi. Mais Thomas, je fais ça depuis 30 ans. Et au début, c'était facile, mais maintenant, je dois inventer à chaque fois de nouvelles histoires. C'est fatigant et j'ai bientôt plus d'imagination. Au fil des ans, notre relation professionnelle est devenue aussi une relation personnelle. Nous disons parfois que nous sommes des amis. Je suis d'accord avec ce terme. Mais dans la définition de Sacha Guitry, un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît très très bien, mais qu'on aime quand même. Certaines personnes de notre entourage ont dit que nous aurions pu être des jumeaux. C'est faux. D'abord, il semble malheureusement que tu sois plus beau et plus charmant que moi. Mes assistantes le disent tous les jours. Que tu es beaucoup plus talentueux, c'est évident. Et tu parles couramment l'allemand. Je n'ai malheureusement pas toutes ces qualités. Mais je te rappelle que nous sommes de la même année, je suis plus jeune que toi, et ça, je sais imbattable, Thomas. Il y a maintenant précisément 28 ans que nous nous sommes rencontrés dans ton atelier près de Düsseldorf. J'étais un tout jeune galeriste et toi, tu étais déjà un artiste reconnu. Avant 40 ans, tu avais déjà un parcours incroyable. Tu avais étudié à la Kunstgewerbeschule de Bâle, au Royal College Art de Londres, pour terminer tes études à la Staatliche Kunstakademie de Düsseldorf. Une des meilleures écoles au monde à ce moment. Tes copains d'études se nommaient Thomas Ruff, Katharina Fritsch, Thomas Schutte ou Andreas Gurski. Je m'excuse, hein, je vais y arriver. Là, dans cette école, tu étais déjà fait remarquer par ton travail singulier. Tu faisais de la peinture. À cette époque, on la considérait comme morte. Pire, la tienne était figurative.
Mais tu étais têtu, je te rassure, tu l'es toujours. Tu peignais envers et contre tout, et comble de la provocation, tu écrivais en relation avec ton travail et tu prononçais des discours, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et contre toute attente, cela a marché. Déjà à l'école, tu es devenu un mythe. Les expositions importantes, les conférences, les publications, les récompenses se sont succédées, alors même que tu avais à peine quitté l'école. Rapidement, tu as enchaîné les expositions personnelles dans les plus grands musées européens, à Beaubourg à Paris, au Gegenwartsmuseum de Bâle, au Boijmans de Rotterdam, au Kunsthaus de Zurich ou à la Fondation Miro à Barcelone. Tu es parti de Suisse comme on part chercher l'aventure. C'était d'autant plus méritoire que les origines familiales t'auraient certainement aidé au départ de ta carrière. Eh bien non, encore une fois, tu n'en as fait qu'à ta tête, tu as suivi ta voie. Je reviens donc en arrière. À l'été 1996, je t'ai visité dans ton atelier pour la première fois. Nous ne le savions pas encore, mais nos vies allaient changer. Enfin, la tienne allait continuer sa route vers les sommets. Pour rappel, nous sommes ici à Montana. Et la mienne allait se diriger vers beaucoup plus de travail. Une totale injustice, Thomas. Très généreusement, encore une de tes qualités, tu m'as accueilli. J'avais été introduit par un directeur de musée qui nous connaissait tous deux. Très rapidement, tu m'as dit « Je pourrais venir éventuellement exposer chez vous, à Genève, à la condition que je puisse réaliser une peinture murale. » Et rien d'autre. Trop content de cette proposition, j'ai répondu immédiatement oui. Et je me souviendrai toujours de ta réaction. Tu as éclaté de rire et tu m'as dit « Ok, je viens » et tu as ajouté « Vous êtes un peu fou. Les peintures murales, cela ne se vend pas. » Clairement, j'étais déjà un peu fou, mais j'étais trop heureux de cet accord. J'aurais dû me méfier, car ma vie venait de basculer, je peux le dire aujourd'hui, il y a la période avant Thomas et il y a la période avec Thomas. Accord conclu. 2 mois plus tard, tu as débarqué à la galerie avec tout ton matériel pour réaliser une grande peinture murale. Tu avais aussi un énorme rouleau de papier sous le bras. Quand je t'ai demandé ce que c'était, tu m'as dit à nouveau en riant « Cher monsieur, ce sont des aquarelles. Ce sont des études préparatoires. Les peintures murales, cela ne se vend pas, mais les aquarelles, cela se vend très bien. » Et comme d'habitude, tu avais raison. Pour la première fois de ma vie, nous avons tout vendu. L'exposition a été un immense succès. Tout le monde voulait voir la peinture murale, et moi, je vendais les aquarelles. Bon, je peux te dire aujourd'hui que tu avais aussi un peu tort. 2 personnes ont voulu acheter la peinture murale. L'exposition a été un succès aussi sur le plan académique. Tous les conservateurs et directeurs de musées de Suisse et de France sont venus. Tous les critiques, tous les professionnels s'étaient donné rendez-vous à la galerie. Ma tranquillité était bouleversée à cause de toi, à cause de ce succès. Il fallait parler, parler et encore parler. Puis il a fallu emballer, emballer, facturer, facturer, organiser des transports. Tout cela était insupportable. Suite à cette expérience, nous nous sommes rapprochés. Puis nous sommes devenus des amis. Pour suivre ton travail, j'ai dû voyager beaucoup, énormément, au fil des expositions personnelles ou des remises de prix qui t'étaient décernées. Nous sommes allés ensemble à Rotterdam, à Nîmes, à Paris, à Düsseldorf, à Berne, à Rennes, à Amsterdam, à Nantes, à Londres, à Toulouse, à Bonn, à Berlin, à Zurich, à Aarau, à Barcelone et même à New York. Aujourd'hui, je dois te l'avouer, Thomas, je n'aime plus voyager. Montana, pour moi, c'est la limite, c'est le bout du monde. Je n'aime plus voyager, mais par-dessus tout, je déteste prendre l'avion. Heureusement, parfois, les distances sont plus courtes. Pour rappel, en 2012, tu as exposé au MAMCO de Genève, à 50 mètres de la galerie, mais cela a été la plus grande exposition jamais organisée dans ce musée. Quelques milliers de mètres carrés, près de 60 salles. Avec toi, la vie n'est jamais simple, Thomas. Et cela n'en finit pas. Cette année encore, tu as été invité au Mazie à Lugano. Il a fallu organiser les contacts, un dîner, des transports et le catalogue, et j'en passe. Bon, j'avoue, cela en vaut la peine largement. Il y a une récompense, Thomas. L'exposition de Mazie, là-bas, n'est pas belle, elle est juste magnifique. En résumé, je suis souvent fatigué, parfois envieux. Il m'arrive même de te maudire, de te détester. Mais cela ne dure jamais vraiment longtemps. Aujourd'hui, je peux te le dire, puisque nous sommes presque seuls. Comme j'espère que tu l'as compris, j'aime ton travail. Je l'aime beaucoup.
Je vais y arriver. Je t'aime énormément. Je suis très fier et très heureux de travailler avec toi. Je suis très fier et très heureux de te connaître, Thomas. Bienvenue chez moi à Cramontin. Alors, on va passer à quelques images. Alors, nous allons visiter en fait l'exposition qui a eu lieu au MAMCO. Relativement brève introduction au travail de Thomas. Vous avez vu là environ près de 30 ans du travail de Thomas. Et j'aimerais juste revenir sur quelques toiles qui ont été importantes d'une part dans l'exposition et aussi dans l'approche que j'ai eue pour ma part du travail de Thomas. L'exposition au MAMCO commençait. Il y avait ce signe que vous avez vu tout à l'heure qui s'appelait « Vous êtes ici », qui marquait le départ de l'exposition. C'est ce signe qu'on retrouve aussi très souvent sur les indications, sur les grands panneaux où on veut se situer quand on regarde un panneau dans une ville. Et qui, dans ce contexte-là, avec cette taille, était très curieux. Mais la première salle dans laquelle on rentrait, c'était celle-ci. Et il y avait cette grande peinture qui s'appelle Rede in der Schule. Et comme vous le voyez, apparemment, il y avait un public qui était attendu. La salle était toujours assise. Elle n'a pas été faite pour le vernissage ou pour un événement particulier, mais la salle était conçue ainsi. Et vous allez voir maintenant la toile. Maintenant, Thomas, cette toile, c'est une toile de 1983. C'est juste? Oui. Ah. Et à ce moment-là, c'est quoi ta vie? Dans quel contexte tu as fait cette toile?
Comme tu l'as raconté déjà, j'ai fait mes études à la fin à la Kunstakademie Düsseldorf, qui était assez célèbre à ce temps-là, parce que le dernier grand ou célèbre professeur était Joseph Beuys. Et lui, on peut dire, était tout à fait contre la peinture. Il disait, si on achète une toile et on achète des pinceaux, on est déjà sur le chemin faute. Et moi, je le remarquais parce que moi, je voulais faire de la peinture dans l'académie et je te demandais pour un chevalet. Et on m'a dit, dans l'académie, ça n'existe pas, on n'a pas de chevalet. Et finalement, je les ai retrouvés dans la cave de l'académie et je montais un de ces chevalets dans mon atelier et je commençais à peindre cette peinture qui s'appelle Rede in der Schule, qui représente une salle et c'est l'auditoire de l'académie de Düsseldorf. C'est un endroit très très célèbre dans l'art contemporain ou l'art dans les années 80 ou depuis 60 et 80, parce que c'était l'endroit où il y avait tous les happenings de Fluxus. Par exemple, avec Beuys, il a utilisé le piano qu'on voit ici, et aussi Makunias était là, et Nam June Paik aussi a fait sur la scène de cet auditoire des importantes manifestations Fluxus. Et moi, j'avais l'idée de présenter ma peinture dans cette salle, sur un chevalet, comme vous le voyez, et je montrais sur le chevalet ce qu'on voyait dans la salle. Et alors le public était réuni dans les chaises, comme ils sont là. Et mon but, c'était de réunir les gens devant ma peinture, de les montrer ma peinture, mais pas dans une exposition, mais dans un discours. Et le but, c'était de mener les gens qui étaient assis sur les chaises, là, dans les ranges, de les mener dans la peinture, de parler, finalement qu'ils n'étaient plus devant la peinture, mais qu'ils étaient dans la peinture. Et en allemand, on dit « Jemand ist im Bilde », quelqu'un est dans l'image, ça veut dire il est informé, il est sage, il est sage à la fin, parce qu'il est plus devant la peinture, mais il est dedans. Et ça, c'était l'idée de cette peinture qui a aussi beaucoup des instruments de la perspective, comme cette maquette que vous voyez là dans les ranges. Mais c'était vraiment aussi pas seulement une performance avec la voix, mais aussi une construction perspective pour mener le public devant la peinture, dans la peinture. Et quel est ce personnage qui se cache derrière la peinture? Quand j'ai commencé mes études à Düsseldorf, je suis tombé amoureux dans une étudiante qui faisait les études comme moi, chez moi, et elle avait la spécialité de se présenter dans cette forme devant moi. Et alors, je l'ai caché derrière la peinture. Ou, on peut dire aussi la peinture, c'est quelque chose, c'est un symbole ou une image de l'exhibitionnisme. Et alors, je l'ai déposée. Mais personne ne pouvait la voir parce qu'elle était cachée. Alors, c'était toute très discrète. Ok. Et sur la toile qui est présentée ici, qu'est-ce qu'on pourrait voir, tu crois? Oui, peut-être on pouvait voir la petite jeune fille. Et pour moi, c'était très important, si je présentais une peinture, de ne pas faire des secrets, de vraiment montrer tout ce qui se passe dans la peinture. Et par exemple, vous voyez ici une maquette, c'est la maquette d'une situation de la ville de Düsseldorf avec le Rhin, le pont qui passe le Rhin. Vous voyez ici l'Académie Düsseldorf en jaune et le flèche qui montre, le flèche montre tout à fait dans les fenêtres cette salle qu'on voit ici. Alors, comme
spectateur de la peinture, vous êtes tout à fait informé sur votre situation que vous regardez. Ça, c'était pour moi quelque chose de très important, de faire pas des secrets. Et une dernière question sur cette peinture. Tu nous as dit quelles étaient en fait l'intention que tu avais, notamment en écrivant et en prononçant le discours, donc qui devenait à la fois un discours mais qui était aussi une performance. Et quelle était la réaction de tes copains, j'imagine que tes copains d'études étaient les premiers à voir ça. Tu les as forcés ou ça a marché tout seul? Bon, on peut dire, vous voyez à gauche deux peintures qui sont penchées vers le mur. On les voit de dehors, de derrière. C'était, en fait, j'ai fait 3 peintures. Celle-ci là est la dernière. Et alors j'avais déjà 3 discours dans cet auditoire. Et au début, c'était à peu près 20 personnes. Et à la fin, c'était plus que 1000 qui sont venus. Et la salle était tout à fait pleine, tout le monde voulait voir ce discours. Et c'était assez célèbre à ce moment-là, parce qu'il faut dire, bon, on dit sur un artiste qui fait de l'art visuel, normalement, il n'explique pas ce qu'il fait, parce qu'autrement, il pouvait l'expliquer, faire un discours. Mais s'il fait une peinture, tout doit être dit par la peinture elle-même. Et comme ça, j'étais aussi, j'étais un peu sous soupçon. On ne savait pas tout à fait si c'est juste ce que je faisais. Ils étaient tout curieux de voir ce clown aussi un peu. Hein. Mais j'étais très très sérieux et très distinct. Yeah. D'accord. Okay. J'aimerais maintenant passer une autre image, qui est une image qui est beaucoup plus récente, qui, dans la construction, alors voilà, bien, dans la construction est finalement, par certains côtés, assez proche de Wilhelm der Schule, mais il y a environ 40 ans qui séparent les deux images. Et cette image a une grande importance parce qu'elle va nous amener à la dernière période, dont je vais vous passer après, des images dont l'exposition qui est au Mazie. Mais cette image est aussi au Mazie, mais elle est singulière, parce qu'il y a une ou 2 images qui comportent à la fois l'architecture et le paysage, mais celle-ci est vraiment emblématique, et celle-ci donne aussi le titre à un texte. Elle s'appelle, comme pour moi, Montana, c'est Heimkehr. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Heimkehr? Alors, c'est aussi une sorte de construction du tableau. Vous voyez une scène d'intérieur avec des fenêtres qui mènent sur le paysage. Vous voyez le lac, les montagnes autour du paysage. Et dans cet immeuble, dans cet espace, vous voyez une sorte de peinture murale au-dessus, en noir et blanc, qui représente une maison. Ça pouvait être une halle, un atelier ou quelque chose comme une usine. Et si vous regardez très précis, vous voyez que ces maisons représentent la vue extérieure de ce qu'on voit ici comme intérieur. Donc nous sommes dans la maison qui est représentée là-haut. Là-haut. Et il y a un bateau avec 3 cloches qui s'accrochent, qui vient vers le bâtiment. Et ici, dans le bâtiment, les 3 cloches maintenant sont déposées dans la salle. Les 3 bateaux sont suspendus au-dessus. Et alors ce que vous voyez, c'est, on peut dire, un cercle. Les bateaux sont arrivés et sont maintenant sur place. Alors c'est une sorte de retour à la maison, on peut dire. Si je regarde ces poissons, ils sont quand même assez curieux. Oui, ce sont aussi quelques sortes de constructions. Vous avez une fois une direction dans la peinture qui vient de gauche à droite, parce que c'est le vent qui pousse les rideaux dans cette direction, et vous avez les poissons qui vont dans l'autre direction. Et ça, c'était la première peinture qui représentait mon impression du Lago Maggiore, alors du lac majeur, de la côte italienne.
Et là, il y a une spécialité que vous entendez les cloches sonner pendant la journée, surtout vers le week-end. Mais les cloches, ils ne sonnent pas comme chez nous, dans les endroits protestants, comme je le connais par exemple à Zurich. Mais les cloches sont plutôt, ils sont beaucoup plus timides. Ils font plom, 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 plom. Et c'est très lentement qu'ils clochent, qu'ils sonnent, et on a l'impression qu'ils pensent sur eux-mêmes. Hein. Qu'est-ce que je vais faire la prochaine? Et ça, c'est une impression aussi qui donne une impression de l'espace dans ces paysages. Et moi, j'avais toujours l'impression que les sons des cloches viennent comme si c'était sur des bateaux qui sont transportés par des bateaux sur le lac. Et on voit les cercles qui donnent les bateaux qui sont un peu comparables au son qui s'éloigne sur la Seine. Donc le son est physiquement transporté aussi par les bateaux. Par les bateaux. D'accord. Et il y a par exemple une spécialité, vous voyez, une fois les cloches représentent les clochers qui sont sur les cloches, mais pas, les cloches ne sont pas dans les clochers, mais les clochers sont sur les cloches. Ah oui. C'est facile à imaginer. Oui. Et il y a les bateaux qui portent les cloches, mais cette cloche, elle se reflète dans les taches de l'eau, mais il y a les têtes de mort. Alors, il y a un memento mori aussi dans la peinture. Et finalement, il y a le pigeon qui montre l'esprit qui est dans cette région. D'accord. Okay. Alors, je vous propose de passer au reste de l'exposition où effectivement cette toile marque le début. Ça se passe donc au Mazis à Lugano. C'est maintenant. Enfin, il reste encore quelques semaines avant de pouvoir encore la voir. Et si j'y arrive... Voilà.
Alors cette toile n'était pas dans l'exposition du Mazie parce qu'elle a été réalisée après. Elle est grande, bon, elle est grande sur l'écran, mais elle est grande dans la réalité. Elle mesure 3,30 m par 1,80 m de haut. Et en l'occurrence, c'est une commande. Donc cette toile a été réalisée pour quelqu'un qui avait désiré avoir un paysage de cette taille et de cet esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Heimkehr et cette toile? Mon Dieu. Non, qu'est-ce qui s'est passé d'abord dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a amené finalement à regarder ce lac? Comment, voilà. Et surtout en faire ton travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je dois dire que je viens d'une famille d'architectes. Et peut-être si mon père n'était pas architecte, moi, j'ai devenu architecte moi-même. Mais comme ça, c'était déjà occupé. Et alors, je commençais à peindre des espaces. Ça m'intéressait aussi la perspective. Alors, surtout la découverte de l'espace pendant la Renaissance. Alors, et j'ai étudié beaucoup de la géométrie, le dessin. Et le problème avec cette sorte de peinture était toujours que je devais inventer quelque chose. Je devais et aussi peindre une ambiance qui était convaincante pour le spectateur. Alors, et là, c'était toujours très difficile de trouver la couleur juste, l'atmosphère juste. Et finalement, je suis arrivé avec un achat d'une maison à Lago Maggiore et je regardais sur ce lac et là, je remarquais que on me présente tout. Je dois plus inventer. Je peux juste voir comment c'est. Je prenais un petit papier et je commençais à faire des aquarelles comme vous les avez vues pendant cette présentation. Et premièrement, je pensais que je fais ça pour moi-même, mais mes enfants, ils m'ont dit, moi je veux un de ces aquarelles. Et après, mes amis disaient, ouais, je veux aussi un aquarelle. Et finalement, Pierre est venu, malheureusement, et il a dit, oui, je les vends. Et alors, il m'a enlevé tous les aquarelles. Et c'était un moment où je me demandais si j'arrive à transformer cette geste très, très directe, très momentanément, dans un résultat plus fort ou plus pesant, on peut dire. Et c'était un essai de faire des peintures. Et bon, je dois dire, je n'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai juste commencé à faire et ça fonctionnait très bien. Alors, pourquoi pas continuer avec ça? Bien. Écoute, je crois qu'on arrive au bout de notre présentation. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais savoir les tailles de vos tableaux, parce qu'ils sont de différentes tailles ou c'est toujours... Parce que j'ai vu dans les galeries, ils sont assez petites. Et à un moment, on avait la très grande, et elle doit quand même être beaucoup plus grande. Oui, bon, les aquarelles sont à peu près cette taille, comme vous les voyez sur la scène ici. Puis les peintures commençaient assez petites, sous 1 mètre, mais celle-là, par exemple, ça mesure 3,30 m de longueur et 2 mètres d'auteur. Alors c'est assez grand. Yeah. C'est panoramique, comme cinémascope. Il n'y a pas de toile, pour l'instant, on en a parlé hier. Il n'y a pas de toile en dessous de 1 mètre carré, je dirais. Puisqu'on parlait de la grandeur, les aquarelles, je dirais ça, c'est à peu près la petite taille. Il y a des aquarelles qui sont à peine plus grandes. La plupart des peintures ont environ 1 mètre carré au minimum de surface, puis après elles sont très grandes. Parce qu'effectivement,
ce qui est beau, c'est le panorama. Mais c'est vrai aussi que maintenant, le challenge, on en a parlé hier soir, c'est de réaliser peut-être des peintures qui soient plus petites, mais qui donnent aussi le sentiment de l'espace. Parce que Thomas, je peux me permettre de le dire, est un maître de cette illusion-là. C'est-à-dire qu'à partir d'une toile qui n'est pas forcément très grande, c'est ça aussi qui peut tromper quand on voit les images défiler, quand elles sont en gros plan. Elles sont parfois petites, mais quand on les regarde, elles sont immenses, réellement. Elles proposent une profondeur dont tu es le maître de l'espace. Alors vous dites que vous avez été formé par des maîtres comme Beuys, si j'ai bien compris. On ne retrouve évidemment pas du tout cette atmosphère dans votre travail. On a plutôt envie de se référer à des gens comme Chirico ou Morandi, avec une atmosphère à la fois déshumanisée. Il n'y a pas un personnage dans vos tableaux, sauf peut-être cette femme qu'on aperçoit, qui est un souvenir personnel, et aussi un nu dans une chambre qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que cette référence à ces maîtres vous parle? Bon, comme j'ai commencé à expliquer, mon but était toujours de guider le spectateur qui est devant ma peinture, dans ma peinture, qu'il s'introduise lui-même dans mon monde, qu'il ne reste pas devant la toile, mais qu'il pénètre la surface et il entre dans la toile. Et si je mettais des personnages dans ma peinture, déjà dans l'espace imaginaire, c'était déjà occupé par quelqu'un. Et peut-être on était un peu timide ou on ne voulait pas le déranger. Alors je laissais la toile ouverte pour le spectateur qui doit entrer dans la toile et pas qu'il y a déjà un ensemble ou une imaginerie de personnes dans ma peinture. Est-ce que vous avez envie de vous référer à d'autres peintres suisses, de paysages, évidemment, on pense au tout grand maître suisse? Oui, pour moi, Félix Vallotton, je pense, est la référence la plus proche de ce que je fais. Mais lui, il a fait vraiment des très petites peintures qui représentent le paysage. Et je pense aussi qu'il les a fait aussi devant le sujet. Alors, et moi, je fais toujours les aquarelles devant le sujet et après je les apporte à mon atelier à Berlin. Et là, je les réalise sur une grande toile. Oui, bonjour Alexandra, j'habite à Lugano, donc j'ai eu le plaisir de voir plusieurs fois vos œuvres et notamment au Masi. Et d'après ce que j'ai compris, cela fait... Je suis ici. Ouais. Pardon, ici. Pardon. D'après ce que j'ai compris, vous passez une partie de votre temps sur le lac Majeur. Est-ce que ce qui est particulier, vu que j'y habite, c'est la lumière qu'il y a sur les lacs italiens. Est-ce que cela a changé quelque chose dans votre peinture, ce rapport à la lumière, ou la manière dont vous traitez la lumière? Oui, je pense que je l'ai déjà expliqué ça, que vraiment je suis guidé par l'impression que j'ai sur place et je regarde ce que je vois et je le reproduis dans mes peintures. Et comme ça, vraiment la nature est un maître pour moi. Il me guide vers une autre peinture que moi, je n'aurais jamais eu la possibilité de réaliser avant que j'étais devant le lac et voyais cet énorme changement de lumière. Ça, c'est vraiment intéressant sur la scène de Lago Maggiore. Il y a toujours des autres impressions. Le matin, le soir, aussi l'hiver ou le printemps, c'est toujours différent. Alors, et c'est vraiment comme une scène de théâtre, ce qu'on vit, si on est devant cet événement de nature. Je suis intéressé à savoir comment vos collègues, vos professeurs ont réagi quand vous avez commencé à parler de peinture
à Düsseldorf, dans cette école où elle n'existait pas? Je me souviens juste de Thomas Schutte, je ne sais pas si vous connaissez l'artiste allemand. Il disait, il faut y aller, il faut le voir, il faut l'entendre parce qu'il parle comme un prêtre. Beuys, il n'a jamais attendu un de mes discours, non. Et Nam June Paik, il s'est endormi pendant mon discours. Si on vous comparait avec l'impressionnisme, qu'est-ce que vous direz? Impressionnisme contemporain. Bon, c'est évident que moi je ne suis pas un impressionniste parce que ma manière de peindre est beaucoup plus précise, beaucoup plus nette, beaucoup plus artificielle. Il y a beaucoup de transformations, beaucoup d'interprétations et abstractions dans la manière que je peins. Et je ne pense pas que je mets un point après l'autre, mais j'ai une idée premièrement globale de ce que je veux montrer et il y a une assez grande abstraction dans ce que je présente à la fin sur la toile. Vous avez fréquenté des très grandes écoles. Est-ce que vous enseignez aujourd'hui? J'avais enseigné dans une école académique à Brunswick, hein, on appelle Braunschweig, yeah. Mais j'ai remarqué, bon, dans une carrière d'un artiste, c'est très bien d'être, on peut dire, on est professeur. Et tous les grands artistes en Allemagne, ils attendaient une école comme ça, comme professeur. Mais moi, j'ai remarqué que moi, je me suis décidé une fois, quand j'étais jeune, que je veux devenir artiste et je veux être indépendant. Je veux pas être un représentant d'une institution, mais je voulais représenter moi-même. Et comme ça, j'ai fait ce job, je le faisais 10 ans, et après j'en ai assez, et j'ai quitté l'école. Et c'était bien, oui, oui. Mais c'était une expérience, mais je ne voulais pas le répéter encore une fois. Merci pour votre présentation, j'aime beaucoup votre travail. Je voulais juste savoir, il y a eu ce tournant, donc vous êtes passé des peintures et aquarelles qui étaient plus architecturales, maintenant vous faites des paysages. J'ai vu qu'à Lugano, il y avait quelques toiles qui combinaient les deux. Quelle est la suite? Vous allez continuer à faire vos peintures architecturales, continuer les paysages? Enfin, c'était juste savoir. Qu'est-ce que vous conseillez? Mais vous avez toujours plaisir à faire des deux. Oui, mais c'est ma femme et aussi Pierre qui me disent il faut faire attention, il ne faut pas maintenant produire des paysages. Je ne sais pas. Ça, on le laisse venir. Oui, je ne sais pas. Merci. Mais c'est au niveau de vous, de votre plaisir, enfin, ce que vous aimez le plus peindre, enfin, ou finalement les deux. Je ne sais pas. À l'instant, je ne sais pas. Donc il faut continuer les deux. Ok, merci. Je le fais. C'est votre nom gravé sur une de nos ardoises, et c'est la montagne qu'on voit là, mais elle est moins belle que la vôtre. Merci. Ça, c'est pour vous, avec votre nom, avec Swiss Made Culture. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et il y a un verre de l'amitié qui vous attend comme ça, pour ceux qui n'ont pas posé leurs questions, ils peuvent la poser à l'extérieur. Bonne soirée et bonne fête, bonne année. Merci à vous. Merci.